bonjour à tous. Et de quoi Salut. avons-nous parlé la dernière fois? Des subséquentes, des Ah cognitions. oui, ça a été un gros débat, j'ai entendu en redifféré. Ça a été T'as chaud. dû te dire, mais ils se prennent vraiment le chou le vendredi matin, ils ont que ça à faire. Bon, ça peut arriver parce que y a des détails comme ça. J'ai pas eu le temps de demander à Vénérable Guichet Gansen parce que j'étais occupé tout le week-end. Enfin voilà, je me trouve toujours des excuses. Mais je lui demanderai, c'est sûr. Et dans le tibétain, il donne pas plus que ça, hein. Il donne juste voilà, les illustrations, comme d'habitude, paf, paf, paf. Ouais, donc ça reste encore une question ouverte. Et on en était à quelle phrase? C'était fini. Oh, je crois qu'on en était à On quelle était à la page 130, là. Ouais. Dans Ok, la définition subséquente conceptuelle. Voilà. ok, très bien. C'est compte conceptuel, j'avais noté aussi. Ok, très bien. Oui, on était presque à la fin, en fait, parce que là où tu avais Oui. corrigé inférence par perception directe, on Oui. l'avait vu. Tout à fait, exactement. Je me souviens de ça aussi. Ok, très bien. Et donc, ok, appréhendant les formes, peut-être même 131, non? On a été jusqu'à 130, ok. Très bien, bon, on va aller jusqu'en bas de la page 130, ouais, pour reprendre un petit peu. Ok, très bien. Donc, on est toujours dans les cognitions subséquentes dont vous connaissez de la définition par cœur. Oui. Cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais, c'est simple. Ok, bravo, c'est super. Donc, ensuite, en bas de la page 130, le premier moment d'une perception directe réfère, par exemple, au premier moment de l'une des 5 perceptions directes sensorielles, appréhendant les formes, etc. Ok? Les sons, les odeurs, les saveurs et les objets tangibles. Le premier moment de n'importe quelle perception directe qui n'est pas une cognition inattentive ou le premier moment d'une cognition inférentielle est une cognition valide. Ok, donc le premier moment de n'importe quelle perception directe qui n'est pas une cognition inattentive est une cognition valide. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous auriez des objections? Non, Non, hein? non. Ça me semble assez cohérent. Ouais. À première Parce que, vue. parce que, comme vous vous souvenez, les perceptions directes peuvent être divisées en 3 Mhm. ou 4, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. C'est la saison. C'est un cadeau en plus. Oui, ça dépend en fait, hein. Ouais. Ok. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ok. Quand on parle de la division en 3 des perceptions directes, c'est soit une cognition valide, parce qu'elle réalise nouvellement, soit une cognition subséquente, parce qu'elle réalise, mais plus nouvellement, soit une cognition inattentive, parce qu'elle ne réalise même pas. Ouais, ça veut dire que c'est par degré, d'une certaine manière. Ouais, Oui. ça joue? Ok, très bien. Donc ça, c'est la division en 3. Si on demande la division en 4, vous diriez? Sensorielle, autocognitive, yogique et... Attends, il m'en manque une. Sensorielle, autocognitive, yogique et... Aidez-moi. Mental. Mental. Voilà. Mentale, celle sur laquelle on s'est pris le chou. Voilà, Ça, c'est un lapsus révélateur, hein, tu l'as oublié. Le tout à voir. Ok. Très bien. Ok. Donc ça, c'est très cohérent, bravo, ça tient en débat, bravo. Ok, le premier moment de n'importe quelle perception directe qui n'est pas une cognition inattentive est une cognition valide, ou le premier moment d'une cognition inférentielle. Là, c'est pareil, c'est obligatoirement une cognition valide. Oui. Ouais, ok. Parce que le second moment, ce sera une cognition inférentielle subséquente dans ce manuel. Ok, très bien. Les moments qui suivent dans le même continuum, c'est-à-dire les moments suivants, qui ne diffèrent pas des premiers en termes de leur mode d'établissement et de durée, ne sont plus des cognitions valides, mais sont des cognitions subséquentes, c'est facile. La similarité des faits dont il est question, comme signification de la similarité en termes d'être établi et de demeurer, on avait vu, c'est être simultané. Ouais, c'est une façon très alambiquée de dire simultané ici, d'être établi et de demeurer.
Ouais, déjà, les technicités bouddhistes ne sont pas déjà faciles. Si en plus en vocabulaire, on simplifie pas, c'est compliqué. Ouais. Donc la similarité des faits dont il est question comme signification de la similarité en termes d'être établi et de demeurer réfère à la production d'un effet commun par les moments de cognition. Ouais, ça veut dire que vous avez un premier moment de cognition visuelle, un second moment, un troisième moment, etc. Et on pourrait dire qu'ils ont tous un effet commun, c'est d'engendrer peut-être par exemple ensuite une perception mentale directe. Mm. Ouais. Ou on pourrait dire que leurs effets communs, c'est d'engendrer tous ensemble une cognition subséquente. Ouais, les moments 2, 3, 4, 5, etc. Ensemble, tous ensemble, ils forment un continuum de cognition subséquente, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ouais, OK. Donc là, bien sûr, quand on dit, être établi, et en termes de production et de durée, dans ce cas-là, c'est pas la même chose, c'est pas tout à fait la même chose que la simultanéité dont on parle quand on parle d'une même substance, une même substance simultanée et cetera. Là, c'est pour dire que ça appartient au même continuum. Voilà, c'est tout simple. OK, super, très bien. OK. À titre d'exemple, le premier est le second moment d'une conscience visuelle appréhendant du bleu produisent comme effet commun une cognition qui authentifie le bleu ou qui certifie le bleu, ouais. La capacité de se rappeler que le bleu a été vu. OK. Donc ici, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, par exemple, j'ai mis un truc moi sur la page 150. Pourquoi? Parce qu'il y a en tibétain Nyépa pour certifier ou authentifier ici, et Nyéché qui est une cognition certifiante. Et Nyéché, quand on dit Nyéché en tibétain pour cognition certifiante, on parle nécessairement d'une cognition conceptuelle. Alors que Nyépa, certifier son objet, n'est pas nécessairement conceptuel. La conscience visuelle qui réalise du bleu, elle certifie le bleu. Mm. Ouais, elle n'est pas conceptuelle. Ouais. OK. Donc ça, c'est important. Alors pourquoi j'ai mis, va voir page 150, je me mets des petits mots des fois. OK. 150. Oui. OK. Donc, à la page 150, la deuxième partie, là, le deuxième paragraphe dit: «Le sens de l'expression est incapable d'entraîner une authentification», donc une certification de la définition, et que cette cognition est incapable d'entraîner une cognition certifiante. Nishchaya Jnana en sanskrit, ouais, ou Nyeshe en tibétain, exactement. Ultérieure, qui saurait que l'objet a été perçu. Ouais. Les consciences authentifiantes sont nécessairement des cognitions conceptuelles. Oh là là, c'est beau ça. Ouais, ce terme n'est jamais utilisé pour les perceptions directes. Ouais. D'accord. OK, donc c'est pourquoi il y a parfois c'est bien de mettre au petit crayon, parfois quand vous notez un point supplémentaire dans une autre page, de le noter, à la page où vous retrouvez le même point. Ça vous est très utile après. Vous pouvez vérifier, passer d'un passage à l'autre et cetera, ouais. OK, très bien. Et donc ici, voilà, à la page 131, à titre d'exemple pardon. À titre d'exemple, le premier et le second moment d'une conscience visuelle appréhendant du bleu produisent comme effet commun une cognition qui authentifie le bleu, donc qui produit la capacité de se rappeler que le bleu a été vu. Ouais, donc ça semble être une conscience certifiante. Ouais. Mm. Et donc cette conscience certifiante, normalement, ça devrait être similaire à un souvenir. Mhm. Vu que c'est une cognition subséquente et vu qu'elle est nécessairement conceptuelle, quand on parle de conscience certifiante, dans ce cas-là, on parle d'un souvenir, non? Oui. Ouais, Mhm. ouais, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit. OK. Alors qu'une conscience qui certifie son objet, pas une conscience certifiante, pas niéché, mais juste une conscience qui certifie ou une certification, pas en tibétain, ça peut être non conceptuel. D'accord. Ouais. Donc c'est juste pour ceux qui quand on fait des recherches avec des petits détails et tout ça, quand on fait des recherches dans les textes, c'est ça qui nous aide parfois de faire la distinction. Mais si on lit le texte d'une manière très grossière, on fera pas nécessairement cette différence. Ouais, OK, c'est pas très grave. Très bien.
Donc, d'une certaine manière, chaque objet étant nouveau à chaque moment, il pourrait être dit que chaque moment de conscience réalise un objet nouveau. Ça, c'est un bon argument. Puisque comment est-ce que vous pourriez expliquer que chaque objet est nouveau à chaque instant qui passe? À cause de son impermanence, non? Oui, exactement. Oui, à cause de son impermanence. Donc, nous sommes toujours frais comme une fleur du printemps à chaque moment qui passe. C'est beau ça. Faudrait pas que que je regarde trop ma tronche en disant ça. Ou faut que je le dise en coupant la cam. Oui, nous sommes toujours frais comme la rosée du printemps à chaque instant qui passe. C'est magnifique ça. Ouais, non? C'est magnifique. Ouais, mais il y a un mais hein, derrière. Bien, mais Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit le mais? Le mais il dit que nouveau, c'est par son propre pouvoir et pas. Oui, exactement, parce que sinon on aurait une cognition valide à chaque instant qui passe. Dès l'instant où on n'aurait pas une cognition inattentive, si on met de côté les cognitions inattentives, chaque conscience qui réalise son objet devrait être nécessairement une cognition valide. Pourquoi? Parce qu'elle devrait nécessairement le réaliser nouvellement, puisque c'est nouveau à chaque instant qui passe. Ouais, Oui, mais nous, on n'est pas capable de le certifier. Nous, on n'a pas cette conscience qui voit justement cette impermanence, donc tu peux pas le certifier. C'est comme oui, si en c'était le plus. même objet, en fait. Exactement. Exactement. Ça veut dire qu'en effet, même si l'objet, c'est ça qui est intéressant, même si l'objet est nouveau à chaque instant qui passe, il ne donne pas l'impression de l'être. Ouais, c'est ce que disait Michel avec le mais. Ouais, parce que il y a les instants qui se suivent et qui sont extrêmement rapprochés les uns des autres en termes de similarité et en termes de durée. Ouais, donc on a l'impression d'être statique, etc. Alors que oui, en effet, ça change d'instant en instant. Ouais. Ok, très J'ai bien. aucun mérite, hein, c'est dans le texte. Ah, mais ça prouve déjà que tu sais lire. C'est déjà pas mal. Très bien. C'était où le mais? Donc, d'une certaine manière, oui, chaque objet étant nouveau à chaque moment, il pourrait être dit que chaque moment de conscience réalise un objet nouveau. Mais, Il est là. oui, exactement. Mais tel n'est pas le sens de l'expression nouveau, qui sert à distinguer les cognitions valides des subséquentes. Le premier moment d'une cognition qui s'engage vers son objet par son propre pouvoir, genre Wandu en tibétain, tandis que les moments subséquents réalisent leur objet uniquement par la force de la cognition valide précédente qui les aura occasionnés. Ouais. Donc ça, c'est facile, vous connaissez par cœur. C'est pourquoi le premier moment est une cognition valide et les suivants sont des cognitions subséquentes. Magnifique. La thèse est que les premiers moments de perception directe et de cognition inférentielle sont des cognitions valides et que tous les moments suivants, le second, le troisième, le quatrième, etc., autant qu'il y en a du même continuum de conscience, sont des cognitions subséquentes. Cela est vrai des perceptions directes sensorielles, mentales et autocognitives. Ouais. Et dans le continuum des aides. Ah oui, ok. Ouais, mais c'est ça. Ah, bah tiens, on retrouve un passage intéressant là. Cela est vrai des perceptions directes sensorielles, mentales et autocognitives. Et dans le continuum des arias, des perceptions directes yogiques. Ok. Oui, très bien, en effet. Oui, parce que pour les Sautrantika, les perceptions directes yogiques n'existent que dans le continuum des arias. Mm. Ouais, ça vous parle? On en a déjà un petit peu parlé, on a déjà évoqué le sujet. Ouais, ça veut dire quoi? Parce qu'on compare avec qui? Avec Les êtres ordinaires. Les les... êtres ordinaires. Oui, exactement. Tout à fait. Donc les arias sont toujours comparés avec les êtres ordinaires. En effet, qu'est-ce qui fait la différence? Sans réaliser la vacuité en perception directe. Le non-soi. Enfin, le Oui. non-soi, perception directe. Oui, voilà. Si on parle du point de vue Sautrantika, la vacuité n'existe pas. Alors, je me souviens une fois, on avait parlé en Alanda avec Geshe Lektsok, lui disait que on pourrait tout à fait dire, pourquoi pas, que comment dire? Comment est-ce qu'on disait ça? On était en train de discuter par rapport à ça. Oui, que pour les Sautrantika, moi je disais, ils n'ont pas la vacuité. Comme dans les 16 aspects des 4 nobles vérités, il y a le vide, ou même on pourrait dire le non-soi, on pourrait dire la vacuité d'un soi autosuffisant et substantiel. Pourquoi pas?
Personnellement, moi, j'étais pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que, quand on dit vacuité, ça ressemble beaucoup à la vacuité du Mahayana, la vacuité de dualité des Chittamatra, la vacuité d'existence véritable des Madhyamika, non? Mm. Ouais, en général, quand on parle de vacuité, c'est quelque chose de plus subtil que simplement le non-soi, l'absence d'un soi autosuffisant et Un substantiel. Ouais, vide, donc c'est oui. ouais, exactement. Quand on dit le vide, en général, ça renvoie à l'absence d'un soi permanent, unitaire et autonome dans les 16 aspects. Oui. Ouais, OK. C'est pour ça d'ailleurs que certains sont, très précis parmi les geishés. Il y a des geishés extrêmement érudits comme vénérable Geshe Gensen justement, qui lui dit: «C'est pas la vacuité, c'est le vide». Ouais, c'est pas Tongbani, c'est Tongpa, Tongshin Dharmepa, vide et dénué de soi. Ouais, c'est pas vacuité et dénué de soi. Ouais, vide, pourquoi? Parce que ça renvoie en effet à une absence d'un soi grossier de la personne, très Oui. grossier. Mhm. Ouais, OK. Donc c'est juste un petit détail en plus. OK et donc c'est aussi bien sûr pour comparer avec les prasangika, c'est que les prasangika, eux, les perceptions directes yogiques n'existent pas seulement dans le continuum des aryas. Oui. Ça, c'est intéressant pour ceux que ça intéresse. Oui. Comment explique-t-on cela? Vous avez 2 heures. Ça sera pas assez. Hmm. Comment explique-t-on ce mystère? Bon. Tu répètes la question, s'il te plaît? Compris la question non plus. Ici, le texte dit en effet qu'on parle des, perceptions directes yogiques dans le continuum des aryas. Voilà, Mhm. OK. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils spécifient pas? Il y aurait pas besoin normalement chez les autres antikas. Ouais, ça veut dire que s'ils spécifient, c'est pour, regarder du coin de l'œil les prasangika, ouais, leur faire un clin d'œil en disant: «Hein, vous voyez? Nous, on dit que les perceptions directes yogiques n'existent que dans le continuum des aryas». Mm. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça veut dire que un arya, OK, on pourrait le formuler comme ça. Si c'est un arya, il a nécessairement une perception directe yogique dans son continuum. Oui. Pour les Sutrantika. Ouais, exactement. Et on pourrait même dire pour les prasangika, si c'est un arya, si on le prend dans ce sens-là, si c'est un arya, il a nécessairement une perception directe yogique dans son continuum, non? Voilà. Oui, oui, pour ça, mais Mhm. dans l'autre sens, OK. c'est ça pour Mais pour les prasangika, si cette personne a une perception directe yogique dans son continuum, ce n'est pas nécessairement un arya. Les êtres ordinaires peuvent avoir des perceptions directes yogiques oui. Hmm. pour les prasangika. Mm. C'est intéressant ça. Mm. Ouais. Ben, ça nous ramène peut-être au problème qu'on avait vu à un moment où les perceptions directes yogiques s'étaient classées dans les consciences, Oui. alors que peut-être au niveau des prasangika, ça serait pas une conscience en soi, Ah Si. bon? Ah si, c'est une conscience en soi. ça serait une réalisation Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que une réalisation où permanente, enfin permanente entre guillemets, quoi. Ben, OK. Oui, constante, on pourrait dire. OK. Oui. Constante, on pourrait dire qu'une fois qu'elle oui, que cette réalisation, on pourrait dire même que c'est une claire réalisation. Il y a une différence entre réalisation et claire réalisation. Mhm. la Ouais. réalisation, elle est C'est acquise. Quoi. c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'une claire réalisation, c'est nécessaire ça renvoie nécessairement à une voix, pas la voix de Michael Bublé ou, une voix, ouais, une voix, parmi les 4 nobles vérités, non? Mm. Ouais, Hmm. une claire réalisation, ça renvoie nécessairement aux voix. Ouais, par exemple, quand on donne la définition d'une voix, c'est une claire réalisation associée à la pensée du renoncement. On se- Nyejun ki samba simbe ngunto. C'est la définition d'une voix. C'est une claire réalisation associée ou on pourrait dire, oui, influencée par la pensée du renoncement. C'est ça une voix. Quand on parle des vraies souffrances. Mm. Ouais, dans les Mhm. souffrances de l'origine, les cessations et les voix, ça renvoie à une claire réalisation. Donc c'est nécessairement à quelque chose, un progrès spirituel, ouais, c'est un progrès spirituel une cognition qui a progressé spirituellement dans le continuum de quelqu'un qui est entré dans les voies. Mm.
D'accord. Donc, Ouais. pour entrer dans les voies, il faut avoir le renoncement, donc. Au minimum syndical, ouais. Un renoncement spontané. C'est le minimum syndical, c'est la carte de membre. Oui. Bon, je l'ai Moi non plus. Ouais. Donc c'est ça qui fait que, en effet, c'est la définition, et c'est de bien garder à l'esprit une voie, c'est une claire réalisation qui est associée ou conjointe à la pensée du renoncement. Ouais, ok, très bien. Donc, en effet, ici, une voie, donc c'est une claire réalisation, alors qu'une réalisation, par exemple, la conscience visuelle qui réalise du bleu, ça n'a rien à voir avec la voie spirituelle. Mhm. Là, c'est une réalisation. Ouais, on réalise visuellement le bleu, on réalise C'est clair. visuellement, ouais, exact, etc., etc. Alors qu'une claire réalisation, c'est pourquoi parfois on insiste en disant claire réalisation. Moi, ça me gêne beaucoup parce que ça rajoute trop de vocabulaire. Mais c'est vrai que parfois, quand on étudie l'Abhisamaya Lamkara, l'ornement des claires réalisations, on parle tellement de ces réalisations que moi, je mets de côté clair parce qu'on sait de quoi il s'agit. Ouais. Parce Ouais. que c'est chiant à dire claire réalisation. C'est pas très fluide. Ok. Très bien. Et donc, maintenant, on parle d'une claire réalisation dans le continuum d'Anarya, ok, pour les Sautrantika, pour les non-prasangika, plus simplement. Pour les bouddhistes non-prasangika, si c'est une perception directe yogique, c'est nécessairement dans le continuum d'Anarya. Mais cet arya ne réalise pas nécessairement continuellement son objet, le non-soi. Il peut faire du macramé aussi. Ouais, il peut aller à la piscine. L'arya, ouais, il n'est pas obligé d'être continuellement en absorption méditative sur le non-soi, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, il a aussi des périodes post-méditatives. Ouais. Ouais, mais ces périodes post-méditatives sont quand même des vraies voies. Ok, donc ça c'est juste pour vous dire ça. Maintenant, les prasangika vont dire pour être un arya, c'est plus spécifique. Pour être un arya, il faut une réalisation directe ou non conceptuelle de la vacuité pour les Mhm. prasangika. Ouais, il faut avoir une perception directe yogique de la vacuité pour être un arya. Ouais, Ouais. pas simplement une perception directe yogique. Ouais. Ça suffit Ouais. pas Pas pour les que du prasangika. non-soi, en fait. Pas que du non-soi. C'est Exactement. la vacuité d'un côté, et le non, c'est ce qui les différencie, en fait. Oui, tout à fait, parce que les prasangika diront que, imaginons qu'on développe tous shamatha et que, ayant obtenu shamatha, on analyse à nouveau notre non-soi, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel, et donc on développe vipassana. On va associer à shamatha et vipassana ayant pour objet ce non-soi, cette absence de soi autosuffisant et substantiel. Ok, ça va engendrer une absence de la généralité de sens, parce qu'on va avoir une réalisation directe au bout d'un moment de Mhm. ce non-soi. On aura une réalisation yogique du non-soi. On ne sera pas encore un arya. Pour les Ouais, pratiquants. pour les prasangika. D'accord, oui. Ouais, pour être un arya, il faut réaliser notre vacuité, l'absence d'existence inhérente, soit de la personne, des agrégats, mais Oui. l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. Il n'y a pas besoin d'être un arya. Une conscience mondaine peut réfuter le soi autosuffisant et substantiel. Il n'y a pas besoin d'être un arya. Une personne mondaine, une conscience mondaine peut réfuter ce type de soi. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Parce que c'est grossier. Ouais, c'est juste ça. Ok, c'était juste un point supplémentaire du praliné en plus. Ok, mais donc on est toujours à la page 132 en haut. Mais il n'est pas possible d'affirmer la même chose et conscience omnisciente, les cognitions transcendantes de tous les aspects. Ouais, c'est beau ça. Ok, alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ok, cela est vrai des perceptions directes sensorielles, mentales. Qu'est-ce qu'il disait? Donc la thèse est que les premiers moments de perception directe, cognition inférentielle, sont des moments sont des cognitions valides et tout le reste c'est des cognitions subséquentes. Ok, mais ça ne joue pas pour la sagesse omnisciente. Ouais, ok, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'une perception directe yogique peut avoir une cognition subséquente. Vous êtes d'accord? Peut être subséquente, on pourrait dire. Oui. Ouais, une perception directe yogique peut être subséquente, vous êtes d'accord? Oui. Ok, mais là, ce qu'il est intéressant ici, mais il n'est pas possible d'affirmer la même chose, donc qu'il y ait des conditions subséquentes
pour les cognitions omniscientes, parce que Gyaltsabje, Kedubje et tous les manuels disent que tout ce qui est une conscience omnisciente est nécessairement une cognition valide. Hmm. Oh! Il n'y a que moi que ça fait vibrer les oreilles. J'ai la truffe humide, les oreilles qui se dressent. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette sagesse de tous les aspects? Si ça vous intéresse, il y a un magnifique, et que vous lisez l'anglais, il y a un magnifique livre qui s'appelle Omniscience and the Rhetoric of Reason. Ouais, c'est de, comment elle s'appelle? Sarah McClintock, une sanskritiste juste géniale, qui a écrit ce texte sur la base du Tattva Sangraha de l'abbé Shantarakshita et du commentaire, le Panjika d'Acharya Kamalashila. Ouais. Elle donne toutes les sources en sanskrit, etc. Elle est juste waouh, incroyable. Et donc, elle parle de ce débat sur l'omniscience. Que veut dire être omniscient? Mhm. Que veut dire être omniscient? Donc, tout le monde ne sera pas d'accord. Ouais, tout le monde ne va pas interpréter Acharya Dharmakirti de la même façon. Ouais, Acharya Dharmakirti va dire que donc dans le second chapitre du Pramanavartika, il dira, si vous voulez un maître comme omniscient, quelqu'un qui voit loin, prenez pour maître un aigle, parce que lui, il voit très bien de loin. Ouais. Et donc, il dit à un moment donné, le Bouddha n'a pas besoin de savoir combien de gouttes de pluie sont tombées ce matin sur la planète Terre. Ouais, s'il fallait savoir tout savoir, eh ben, s'il fallait voir très bien tous les détails de loin, dit-il, prenez un aigle comme gourou. Ça vous ira très bien. Donc, c'est interprété différemment. Certains diront, Acharya Dharmakirti réfute l'omniscience. Hmm. Ouais. Certains diront non, il ne la réfute pas. Il dit que l'omniscience pour l'omniscience, ouais, connaître à chaque fois tous les bons numéros du loto sans jamais jouer, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça n'a rien de libérateur. Ouais, Acharya Dharmakirti semble vouloir dire que l'omniscience pour l'omniscience, ce n'est pas libérateur. Par contre, l'omniscience pour aider les êtres en accord avec leurs capacités naturelles, leurs aspirations naturelles, leurs dispositions naturelles, etc., etc. Dans ce cas-là, oui, c'est intéressant, non? Hmm. Ouais, ok. Et donc certains ont essayé de dire que l'omniscience, c'était l'omniscience dharmique. Ouais, c'est l'omniscience du dharma. Ça veut dire que la personne, elle sait tout sur le dharma, elle ne sait pas nécessairement se servir d'un téléphone. Ouais, par exemple, j'ai entendu plusieurs fois un geisha, je suis pas obligé nécessairement de le nommer, mais qui pense, lui, en effet, que, par exemple, sa sainteté Dalai Lama ou Lama Sopa Rinpoche, etc., ne sont pas nécessairement omniscients dans le sens des personnes qui connaissent tous les aspects, Hmm. mais ce sont des personnes qui connaissent tous les aspects du dharma. Ouais. Ouais, il dit par exemple, sa sainteté une fois, et il en blague d'ailleurs, sa sainteté, il dit une fois, on m'a prêté un téléphone pour que je parle et j'ai parlé à l'envers. Enfin, dans le téléphone, je l'ai pris à l'envers. Il dit, je sais pas me servir de téléphone. Et donc, en effet, on pourrait se dire, ok, s'il ne sait pas se servir d'un téléphone, quel type d'omniscience est-ce? Hmm. Non? Mais après, ça peut être aussi de la modestie, de l'humilité, ça peut aussi être des moyens habiles. Donc, allez savoir. Ouais, C'est ok. forcément Donc, des moyens habiles. alors, comment est-ce qu'on peut le savoir, nous? C'est très difficile, C'est non? pour ça que c'est un moyen habile. Oui, c'est très difficile, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas ce débat. Il n'y aurait pas ces débats qu'on trouve dans Omniscience and the Rhetoric of Reason. Ouais. Il n'y aurait pas ces débats entre l'abbé Shantarakshita et les non-bouddhistes, etc., par rapport à l'omniscience. Ouais. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que certains diront, oui, ok, il y a, juste pour la faire brève, c'est que les Vaibhashika, en général, les Vaibhashika tels qu'on les étudie chez les Tibétains, diront, ils ne parleront pas de l'omniscience, ils parleront de la toute connaissance. Ils ne diront pas Namkien, mais Tamkien, Tamche Kiemba. Ça veut dire la toute connaissance. Quand le Bouddha dirige son esprit vers un phénomène, il connaît tout de ce phénomène. Ouais, après, il se dirige vers un autre phénomène, il connaît tout de cet autre phénomène, etc. Ouais, et donc certains disent, eh ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêche de tourner son esprit vers tous les phénomènes en même temps? Ouais, ok. Et donc, Hmm. ok.
Donc ça, c'est juste ce point-là pour l'omniscience. Ici, si on lit littéralement Sarvakara Jnana en sanskrit, akara pour aspect, ça peut être un équivalent de phénomène. Quand on dit aspect, aspect, vous le savez, akara, ça peut vouloir dire l'aspect projeté à la conscience par l'objet, etc. Ouais, l'aspect. Ouais, ça peut être une caractéristique, différents aspects d'un phénomène. Et ça peut renvoyer à phénomène, au phénomène lui-même. Ouais, un aspect, ça peut renvoyer à phénomène. Donc, quand on dit la cognition, la sagesse transcendante de tous les aspects, quand on parle de l'omniscience, ça veut dire de tous les phénomènes. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus que l'omniscience dharmique, c'est l'omniscience, la vraie omniscience. Ouais, ok. Mais c'est interprété différemment d'un texte à l'autre, donc c'est juste pour vous donner ce petit détail-là. Et ce que vont dire tous les maîtres ici désignés, Gyaltsabje, Kedubje, etc., c'est qu'une cognition omnisciente n'a pas de cognition subséquente. Et nécessairement une cognition valide. Ça veut dire que chaque moment de cognition omnisciente réalise son objet par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est plus nouvellement, temporellement, puisque là, ça poserait question. Ouais, forcément, la conscience omnisciente du Bouddha qui réalise la vacuité au deuxième moment, troisième moment, quatrième moment, ça reste une cognition valide pour eux. Ouais, ce n'est plus des moments de cognition subséquente. Ok, très bien. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui. Bien, parfait. Donc, on pourrait se poser la question, on pourrait se dire, ok, mais une cognition omnisciente n'est-elle pas une cognition yogique? Elle est plus qu'une cognition yogique. Elle Ouais, aboutit, elle est au maximum, en fait. Elle a parachevé, en fait, cette cognition yogique, non? Moi, je dirais que oui, c'est la même chose. oui, c'est une cognition yogique parce que elle est nécessairement une cognition omnisciente, elle est nécessairement issue d'une pratique méditative. Ouais, c'est nécessairement une sagesse issue de la méditation. Ouais. Et donc, cette sagesse issue de la méditation, elle a nécessairement c'est nécessairement, comment dire, un samadhi qui est l'union de shamatha, de vipassana, non? Ouais, ok. Et donc, ça voudrait dire que si c'est une perception directe yogique, elle peut avoir des cognitions subséquentes. Oui. Ouais. Mais si c'est une cognition directe yogique omnisciente, elle ne peut pas avoir de cognition subséquente. Ok. On pourrait le dire comme ça. Ouais. Ok, très bien. Donc, ça pourrait permettre d'échapper à un débat. Parce que juste avant, on disait que toutes les perceptions directes, ouais, on peut les diviser en cognitions valides et cognitions subséquentes. Ouais, après, les inattentives, ça fonctionne pas pour les yogiques. Ouais, mais c'est pas grave. Mais on peut au moins dire, elles sont au moins divisibles en perception, en cognitions valides et cognitions subséquentes. Oui. Ouais, les 4 types de perception, sensorielle, mentale, autocognitive et yogique. Ouais, ok. Mais dans ce cas-là, il faudrait exclure les cognitions omniscientes. Ouais, ok. Donc c'est juste un petit détail en plus parce que ça pourrait être un débat si on dit oui, on peut au minimum diviser les perceptions directes en cognitions valides et cognitions subséquentes. Eh ben, l'objecteur va arriver et il s'ensuit qu'une cognition omnisciente n'est pas une perception directe, puisqu'elle ne peut pas être divisible en cognitions valides et cognitions subséquentes, contrairement à ce que tu as affirmé. Ok, laissez tomber. Ok, est-ce qu'il nous reste du temps? Je suis en train d'anticiper les débats de ce soir. Oh là 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 là. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Et tous les manuels disent que tout ce qui est une cognition omnisciente est nécessairement une cognition valide. Dans le Dedun Yikimunsel ouais, de Kerubje, il dit: Je ne pense pas que tout ce qui est une conscience omnisciente n'est pas nécessairement une cognition valide, ou que tout ce qui est une cognition valide n'est pas nécessairement une réalisation nouvelle. Donc, comme il emploie la double négation. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est un petit peu comme je crois que c'est dans Phèdre, quand on dit allez, allez, je ne vous hais point. Là, c'est un peu comme ça, c'est une double. Ouais, mais là, on comprend. Là, Ouais. on peut Là, la mettre à l'affirmative, sa phrase? ouais.
Donc, je pense que tout ce qui est une condition omnisciente est nécessairement une condition valide et que tout ce qui est une condition valide est nécessairement une réalisation nouvelle. Ça, on le comprend. Oui, oui, non, mais c'est bon. C'est ça l'affirmative, non? Ouais. Ouais, je pense. Donc, on enlève les doubles négations. Donc, on la remet à l'affirmative. Je pense que tout ce qui est une condition omnisciente est nécessairement une condition valide ou que tout ce qui est une condition valide est nécessairement une réalisation nouvelle. Ouais, c'est facile. Et- Hmm. Ok, bravo. En d'autres termes, la conscience omnisciente est nécessairement une condition valide. Bon, voilà ce que dit la Thierry Potier. Et la condition valide est une réalisation nouvelle. Ouais, ok. En bref, une conscience omnisciente n'est jamais une condition subséquente. Voilà. C'est magnifique, ça, c'est le scoop de ce matin. J'espère qu'on en aura un deuxième pour la Eh ben, on est France. bien content, hein, parce que ça nous a vraiment embêté les conditions subséquentes. Oui, exactement. Surtout la mentale, là, le truc, là. Ouais. Ah, même la directe, hein. Oui, exactement. Mais rassurez-vous, ce n'est pas fini, car la phrase d'après, c'est on pourrait débattre. Ouais, j'ai encore la truffe humide. On pourrait débattre cette affirmation qui soutient que les consciences omniscientes sont des conditions valides. Prenant comme sujet le second moment d'une conscience omnisciente, on pourrait dire le sujet. Le second moment d'une conscience omnisciente est une condition subséquente parce qu'elle s'engage vers son objet qui a déjà été réalisé par un premier moment de conscience omnisciente. Exactement, c'est pour éviter de tels débats que la définition du texte spécifie qu'une condition subséquente est une condition qui n'est pas une condition valide. Ah, c'est pour ça, on a la solution, mais on avait oublié le problème. Non, si les consciences omniscientes sont valides, voilà, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, oui, voilà, parce que dans la définition, il y avait une négation. Dans la Voilà. définition d'une condition subséquente donnée par Geshe-Sampel, il y avait une négation. Une condition subséquente qui n'est pas une condition valide. Voilà. Pourquoi donc? Eh bien, justement, pour mettre de côté les conditions omniscientes. Voilà. Ouais, Mm. ok, mais c'est ce que dit, je crois, c'est Kunkien Jamian, je sais pas, qui dit ça, qui est rapporté par Guy Newland dans The Two Truths. Si vous lisez l'anglais, que vous aimez le Madhyamaka, la voix médiane, c'est juste magnifique. The Two Truths. Ouais, ok. Très difficile, mais très, très intéressant. Et donc, dedans, il dit cela, ouais, il rappelle un petit peu cela, cette question-là. Euh, ok. Par rapport à cette, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ces conditions omniscientes, non, c'était par rapport à quoi? Parce qu'il dit tellement de choses dans ce livre. Ah oui, pour la définition. Il dit en effet qu'à un moment donné, il donne la définition d'une condition, d'une vérité conventionnelle, et cette définition d'une vérité conventionnelle est très longue. C'est celle qui est employée aussi chez la Madhyamaka, etc. Et en fait, Kunken Jamyang, je sais pas, dit si il n'y a pas besoin de rajouter ce morceau pour exclure la conscience omnisciente. Il y a un morceau qui est rajouté qui est long. C'est pour éviter de prêter le débat parce qu'il y a des consciences omniscientes qui ne font pas ci et ça, etc., etc. Mais Kunken Jamyang, je sais pas, dit si on devait à chaque fois exclure les consciences omniscientes, il faudrait reformuler toutes les définitions. Hmm. Oui, bien sûr. Ouais. Forcément. Si on doit exclure les consciences des Bouddhas, etc., parce que c'est vraiment pas le même monde d'une certaine manière, hein, c'est pas la même chose, c'est pas le même univers, et donc il faudrait reformuler toutes les définitions. Ouais, on dirait par exemple, bah, le bleu, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle, vous êtes d'accord? Mm. Mhm. Ouais. Mais la conscience omnisciente, elle a pour objet d'appréhension le bleu aussi, parce qu'elle réalise tout. Ouais, donc on pourrait. Alors il faudrait exclure, oui, le bleu est l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle, sauf celle d'un Bouddha. Donc il faudrait tout à chaque fois réécrire. Et donc Kunken Jamyang Shepa dit, en gros, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, vous prenez pas la tête à chaque fois à faire des grosses définitions pour exclure la conscience omnisciente du Bouddha. On le sait très bien qu'on est entre nous et qu'on ne parle pas des consciences des Bouddhas. Ouais. Ouais, ça Mhm. vous parle? Ok. Ouais. Donc c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Très bien. Donc parfois on peut faire plus simple, c'est juste voilà, c'est juste ces débats internes à la tradition Gelugpa, mais ça arrive dans toutes les écoles. Bravo, bravo. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui. Oui, c'est magnifique ça. Ok. C'est pour éviter, d'accord? Ok.
L'auteur veut bien admettre que le second moment d'une conscience omnisciente s'engage vers des objets réalisés par son premier moment, ok, mais soutient néanmoins que c'est une condition valide et parce qu'une conscience omnisciente opère toujours par son propre pouvoir et non par le fait d'avoir été occasionnée par un moment précédent de condition valide. Ouais, ok. C'est la force d'une cognition omnisciente, elle réalise nécessairement son objet par son propre pouvoir. Voilà. Ouais, ok. Donc, vu qu'elle réalise par son propre pouvoir, elle réalise nouvellement, puisque c'est ce que veut dire réaliser nouvellement ici chez les Sautrantika, non? Oui, Ouais. Donc, même le second moment d'une conscience omnisciente réalise nouvellement son objet. voilà. Ouais, ok. Très bien. C'est une avoir été occasionné. Il évite. Ouais, mais on passe beaucoup de pages là, c'est ébouriffant. J'ai les cheveux dans le vent. Il évite d'avoir à les appeler des conditions subséquentes en définissant celles-ci comme étant nécessairement des conditions non valides. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est génial ça. Ok. Mm. De nombreux textes définissent une condition subséquente comme une condition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ça, vous la connaissez par cœur. C'est celle de Yongzin Purbuchok qu'on connaît par cœur. Ok. Elle est gravée sur notre torse. Ok, très bien. Il explique qu'il s'agit là d'une cognition qui s'engage vers un objet qui a été réalisé par la cognition valide précédente, qui l'a occasionné, et non simplement une cognition qui s'engage vers un objet qui a déjà été réalisé. Ouais, c'est juste des détails dans la définition, comme l'expression de la définition semble le dire. Cette précision sert aussi à éviter d'avoir appelé la cognition subséquente un second moment de conscience omnisciente, parce que les seconds moments de conscience omnisciente ne sont pas subséquents. Car un second moment de conscience omnisciente s'engage vers son objet par son propre pouvoir et non en étant occasionné par une cognition valide précédente ou en dépendant d'une activité de la mémoire. Parce que le Bouddha n'a pas de mémoire. Dans le, dans le sens où il n'a pas de cognition conceptuelle. Un Mm. Bouddha n'a plus de concept. Ouais. Mm. Et donc, la mémoire, le souvenir, c'est un concept. Mhm. C'est du concept, c'est conceptuel. Donc, comment fait-il pour se souvenir? Ah, Ah, C'est-à-dire qu'il voit tout dans l'instant, la Voilà. il, voit totalité. il Il voit n'a pas tout dans besoin de se souvenir. l'instant. Ouais. Oui, il est il voit tout atteint dans l'instant. d'Alzheimer. Euh, Tout est clair, ouais, tout est clair dans l'instant. Donc, Est-ce que dans l'instant, il y a le passé, par exemple, et par exemple, il perçoit le tapis dans l'instant et il Ah sait, oui, il voit le passé du tapis et son ouais, futur. ouais. Or, où sont le passé et le futur du tapis en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire Bah, en ce moment? dans l'instant observé par le Bouddha. Bon, ouais. Si on dit qu'un Bouddha perçoit les trois temps, il perçoit le passé, mais il n'a pas de mémoire. Donc, comment perçoit-il le passé qui est révolu sans avoir de mémoire? Mais Parce qu'il est est-ce qu'il présent. pourrait pas avoir un flash qui fait que, enfin un flash, je dis ça, c'est très ordinaire, mais qui fait que quand il voit quelque chose, oui, il voit la totalité du phénomène comme s'il se déroulait dans le temps en fait. Il est capable, et pour nous c'est du temps, mais pour lui c'est peut-être pas du temps en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais d'autant plus que je suis pas Bouddha, donc je peux pas savoir. Ouais. J'extrapole. Oui, on essaye d'inférer, on essaie de déduire hein, quand c'est comme Mm. ça pour les Bouddhas, oui, bien sûr. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, parce que, en effet, ce qu'il faut voir, c'est que la mémoire, comme on a dit tout à l'heure, le souvenir ou la mémoire, c'est une condition subséquente dans le sens où c'est une conscience certifiante. C'est une conscience certifiante. Nyeshe en tibétain. Ouais, et donc dans ce cas-là, c'est nécessairement conceptuel. Ouais. Donc c'est une conscience certifiante dans le sens où c'est conceptuel. Mais le Bouddha, lui, n'a pas de conscience conceptuelle. Et pourtant, il semble avoir de conscience certifiante. Donc dans le cas du Bouddha, ça ne peut pas être conceptuel. Mhm. Ouais. Mais comment fait-il pour voir le passé qui est révolu? Ouais, le tapis passé, par exemple, le tapis d'hier, au moment du tapis d'aujourd'hui, n'existe pas. En général, le tapis d'hier existe, mais pas au moment du tapis d'aujourd'hui. Mhm. Mhm. Ouais. Et c'est pareil pour le tapis futur. Le tapis futur n'existe pas au moment du tapis présent.
Mais il est aussi capable de voir nos karmas passés, présents, et donc c'est la même chose en fait. Comment il peut Ouais, mais on pourrait dire que le Bouddha perçoit notre tonneau de graines, et donc il perçoit les graines. Pourquoi pas? À la rigueur, on pourrait dire ça. Et les graines sont présentes. Ouais. Dans ce cas-là, ça pourrait être une réponse. Mais en effet, là, ça pose question. Donc c'est extrêmement difficile à envisager. Ouais. C'est comme si un ver de terre essayait de sonder l'expérience d'un goéland en plein vol. Ouais. Ouais, mais c'est toujours la position de l'observateur, là. Oui. L'observateur est forcément dans la dualité. Ouais. Mais le Bouddha Bouddha n'y sera pas. aussi. Le Bouddha aussi, parce que le Du point de vue Bouddha de a des l'observateur. Ouais, le Bouddha, du point de vue de son observation, a des apparences dualistes aussi. Ouais. Il n'a Mm. pas d'apparence dualiste au regard de sa cognition omnisciente qui réalise directement le non-soi, on pourrait dire chez les Sautrantika, mais il a une apparence dualiste au regard des autres phénomènes. Ouais, par exemple, dans le Mahayana, même chez les Prasangika, un Bouddha a des apparences dualistes nécessairement au regard de sa conscience omnisciente qui réalise la diversité des phénomènes. Mhm. Parce que quand sa conscience omnisciente réalise une table, sa conscience ne devient pas une table pour autant. Mhm. Donc sa conscience et la table qu'elle réalise sont nécessairement duelles, sont nécessairement différentes. Ouais, non? Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc le Bouddha a des apparences dualistes au regard de sa cognition qui réalise les vérités qui ne sont pas des vérités ultimes. Ouais. Mais ce pas des apparences dualistes qui sont des objets d'abandon. Ouais, il n'y a pas l'apparence, vu que c'est un Bouddha, il n'a plus le voile cognitif, hein, pour les Madhyamika par exemple, Mm. et donc il n'a plus l'apparence d'existence inhérente, il n'a plus cette apparence dualiste du tout au regard de sa propre Mhm. perspective. Ouais, ouais. Il appréhende toujours l'apparence de l'existence inhérente, mais dans la perspective des êtres qui ne sont pas des Bouddhas. Il perçoit Mhm. leur esprit, donc il perçoit leurs apparences dualistes. Mais il a aussi des apparences dualistes selon sa propre perspective, sauf qu'il n'a pas, selon sa propre perspective, les apparences dualistes d'apparence d'existence inhérente, enfin tout ce qui est un objet d'abandon en fait. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que l'apparence dualiste sujet-objet, ou l'apparence dualiste dans le sens vérité conventionnelle, la diversité, etc., ces apparences dualistes ne sont pas des objets d'abandon. Souvent, on dit qu'un Bouddha est dans la non-dualité. Il est dans la non-dualité au regard de sa sagesse qui réalise la vacuité ou le non-soi. Mais il est dans la dualité au regard des phénomènes conventionnels. Sa conscience ne devient pas une table dès elle réalise une table. Donc, Et elle est heureusement pour nécessairement... lui. Ben oui, exactement. Heureusement pour lui. Ouais, la non-dualité, ça voudrait dire, soit on parle des non-existants, Mm. soit on parle des existants qui ne sont pas duels ou dualistes, et donc ce serait une seule et Mm. même chose. La conscience du Bouddha et la table qu'elle réalise devraient être une seule et même chose. Ça, c'est impossible. Mm. Mais en même temps, on n'est pas en train de dire non plus que la conscience omnisciente du Bouddha qui réalise directement la vacuité, sa conscience et la vacuité ne sont pas non plus une seule et même chose. Dans ce sens-là, quand on dit il n'y a pas d'apparence dualiste, ça ne veut pas dire que la conscience et la vacuité qu'elle réalise soient une pour autant. C'est juste qu'il n'y a pas d'apparence dualiste. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une apparence de unité. Ok, laissez tomber. Oui. Mais c'est un vrai problème. Moi, dans le refuge, quand on parle des Bouddhas des trois temps, moi, ça me pose toujours question, quoi. Oui. Parce que, voilà, il y a pas de temps pour un Bouddha, en fait. Ah bon? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on étudie les débats, d'ailleurs, on va insister peut-être aujourd'hui, ce soir, sur les bases Mm. établies. On en a un peu parlé la semaine dernière, heu, ou la fois d'avant. Donc on va essayer de réfléchir là-dessus, ouais, sur les bases établies, tout ça. Heu, En général, objet et objet de compréhension d'une conscience omnisciente sont équivalents. Ouais. Donc si ça existe, c'est nécessairement connu par une conscience omnisciente. Et inversement, si c'est connu par une conscience omnisciente, ça existe. Par contre, Mm. si ce n'est pas connu par une conscience omnisciente, ça n'existe pas. Donc si on dit que le Bouddha ne connaît pas le temps, ça ne veut dire que le temps n'existe pas. Or, il existe. Mm. Ouais, le temps est un composé non associé, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, etc., etc. Ouais. Et donc, s'il existe, il doit nécessairement être observé par une cognition omnisciente. Ouais. Ouais, mais ils Non. deviennent quoi, les Bouddhas des trois temps?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les Bouddhas des trois temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein. Ça veut dire les Bouddhas du subjonctif, du passé simple. Ça, c'est compliqué, ouais. Ouais. Donc, les Bouddhas présents, c'est facile, mais présent, que veut dire présent aussi? Est-ce que c'est les Bouddhas qui s'éveillent juste maintenant, tout de suite, maintenant, là, tout de suite? Et c'est magnifique en plus, pour le bien de tous les êtres, ils sont en train de s'éveiller maintenant, waouh, c'est splendide. Mais il y a aussi les Bouddhas du passé, ça veut dire qu'ils se sont éveillés dans le passé. Et les Bouddhas du futur, c'est ceux qui s'éveilleront à l'avenir. C'est ça que ça Les veut 1000 dire, non? Bouddhas, ouais. On parle des 1000 Bouddhas alors à ce moment-là. Alors, pas nécessairement, ça peut être beaucoup plus vaste, parce que dans le passé Ah renvoie oui, à de plus cette que ère cette... oui, Oui, de ce kalpa, oui. C'est un ouais, quand on kalpa? parle un kalpa, oui, exactement. Quand on parle des 1000 Bouddhas, ce sont des Bouddhas historiques au cours de cette ère cosmique actuelle, ouais, dans laquelle on est. D'accord, Ouais, ok. c'est très spécifique. Ok. Mais sinon, quand on dit du passé, du présent et du futur, il y en a bien, bien plus, même maintenant. Les Bouddhas du présent, ils sont en nombre infini, qui s'éveillent dans l'univers, qui deviennent des phares, des luminaires dans cet univers obscur et froid et glacial. Donc ces Bouddhas s'éveillent et enfin enseignent cette lumière du Dharma pour nous tous qui sommes piégés dans les ténèbres de l'ignorance. Ça serait Ouais. bien qu'ils fassent un peu de politique. Oui. Oh, ils en font sûrement, mais dans d'autres univers extrêmement Ah oui, lointains, c'est sûr. très loin d'ici. Ok. Ok. On devrait faire une partie politique, quoi. Hein, pardon? On devrait T'as faire dit? une partie politique bouddhiste. Ouais. Ouais, je sais pas. En C'est tout pas cas, vraiment oui, compatible. d'inviter au discernement et aux prises de conscience, etc. Et d'aller au-delà des égos extrêmement étriqués, et des personnes, etc. Il faut maintenant essayer d'être un petit peu plus sur les idées, sur des projets, que sur les personnes extrêmement égotiques. Ok, désolé, fallait que ça Clairement, sorte. clairement. Bravo. D'accord. Ok, donc là, ici, c'est plus simple, ce qu'on a vu là. Hein, c'est juste que la question se pose par rapport à la conscience omnisciente. Mais sinon, pour le reste, vous connaissez par cœur, ouais, la cognition subséquente, tout ça. Ouais, ça vous parle? Hmm. Génial, et ben c'est super, vous avez fait très fort une fois de plus. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 5 Oui, minutes. les dates, Oui. parce que moi, je ne sais jamais les dates Moi non possibles. plus. Ouais, si Ouais, tu peux alors, les... je vais regarder tout de suite sur l'agenda. Parce que même sur le mobile, maintenant, l'agenda est beaucoup plus ergonomique, etc. Sur un mobile, ça marche très bien, ce type d'agenda que je vous ai envoyé. Ça fonctionne très, très bien. Et sur PC aussi, sur PC, ça fonctionne bien. Oui, ben non, Faut ben, juste... je sais pas. Ouais, Ouais, il faut c'est avoir un compte étonnant. mail, quoi, en fait. Peut-être. Oui, peut-être, exactement. Ouais. J'avais ça là-dessus. Et c'est vrai que, alors ça dépend oui, en effet, du format que vous avez, mais sur mon PC, sur mon nouveau mobile, c'est juste, ça fonctionne bien, ouais. Donc peut-être, voilà. Je vais pas vous demander de racheter un mobile ou un Oh non, PC, surtout pas. Mais ok, peut-être qu'il y aura des mises à jour et que ce sera plus facile à lire après. Ok, Il laissez tomber pour. Alors n'y là, a plus on que le est vin, hein. dans. on Il est n'y a le plus que le 20 parce que j'ai rien marqué de plus. Ouais. Mais là, on est le combien? Donc, on est en On effet est 13. 13, ouais. le 13, très bien. Donc, le 20, ouais, ça le fait. les Est-ce que deux. oui, les deux, matin et soir. Et ensuite, quand est-ce qu'on va reprendre? Bah, je sais pas, quand est-ce que vous êtes dispo? Parce que moi, les fêtes, bah, ça va bien 5 minutes, mais bon, voilà. Moi, c'est là, chaque jour est une fête. Chaque jour est une fête. Vendredi après, ça fait le 27. Ouais, ça pourrait jouer, hein. Le 27, ça va à tout le monde ou est-ce que vous êtes parti aux Caraïbes ou etc. Ou est-ce qu'on reprend Ah, c'est alors pas mal, ouais. ouais, Non, là, les enfants, enfin, moi j'ai les enfants, mais bon. ouais. Hmm. Sinon, on reprend. Est-ce que le 3, vous êtes encore en train de cuver ou quoi? Non, mais le 27, Les trois, c'est bien. c'est jouable, Le, hein. le 27, Le- c'est jouable. Moi, le Parce 3, que, je préfère pour qu'on ait une pause Oui, pour Si je préfère. digérer un petit peu tout ça ouais. Et aussi. puis, moi, ça me permettrait de bosser aussi sur les autres trucs que j'ai à faire. Et puis, Euh, Pourquoi pas? Donc, on pourrait dire le 3, ça vous va? ouais, les Ouais, deux. Ouais. Le 3 janvier 2025.
Donc la semaine prochaine et le 3 pour redémarrer l'année. Ok. Ouais, exactement. Donc la semaine prochaine et Merci. ensuite le 3. Et puis Ouais. après, je remettrai les autres dates. Ouais. Ok. Et ok, impeccable. Et ben c'est génial. Et puis Merci. ce soir, les débats. Et puis après, voilà, c'est super. Je suis content de vous voir à chaque fois et d'avancer un petit peu aussi sur le livre. Et si vous avez d'autres interrogations, des choses, n'hésitez surtout pas. Très bien. Et donc, on se voit la semaine prochaine. C'est génial. Ou ce soir pour ceux qui viennent. Ouais, avec la truffe humide. Merci Au beaucoup. Ciao, revoir. ciao. Excellente Merci. journée. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye bye.